Salut à vous, bienvenue dans cette vidéo du dimanche Tintin avec pas mal de petites choses, un peu sur le modèle de la vidéo de la semaine dernière, des sujets où j'ai essayé d'être concis. Et puis voilà, donc il y aura un feuilletage de Oz, hop, je regarde quand je parle, du feuilletage de Oz, du feuilletage de Maléfice, l'ensemble de la gamme, du retour de test, surtout en fait, vous allez voir, Worldwide, que je prononce pas bien, du retour de lecture sur le kit Inferno où ça a été testé par, par Vu Geek commence enfin à mériter son pluriel par du camarade que vous allez bientôt découvrir ici même. Puis voilà. Puis des petits points, des petits trucs, des machins. Ouais, je vous ai préparé un petit quelque chose. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par le programme, l'ordre et puis pour naviguer sur juste les sujets qu'ils veulent, je m'embête à mettre un timecode. Donc allez regarder un timecode. Voilà, nous sommes dimanche, votre vidéo est là. Et à l'heure où je vous parle, à l'heure où je parle en fait non, il est samedi, puis je vais aller réparer le lave-vaisselle après. C'était ma victoire de la semaine, j'ai réussi à réparer le lave-vaisselle à la VMC. Et là, juste avant de filmer ça, j'ai Morty qui a dû me voir faire la vaisselle, ça recoince. Ah, je suis vert, je suis vert. Ah. Enfin bon, il y a de l'orage cet après-midi, je sais ce que je vais faire. Et du coup, demain, dimanche, pendant que vous regardez cette vidéo, moi je refais le toit de mes chèvres. Voilà, j'ai des petites chèvres qui sont mignonnes, mais voilà, là où elles vont, la maison à chèvres, c'est un vieux toit pourri, donc avant d'attendre que ça soit complètement pourri, je dégage tout, je change les planches du toit. Ah, je raconte ma life, ça n'a aucun intérêt, donc je vous laisse avec, je ne sais pas dans quel ordre j'ai monté ça, au moment où où je vous parle, et tout il en bas. Bon visionnage à vous, et puis jouez bien. Ah non, j'oublie encore, vous pouvez liker, ça aide quand même un peu la chaîne, vous pouvez mettre un commentaire, ça aide aussi la chaîne, si vous savez pas quoi mettre, parce que, ouais voilà, on sait pas toujours quoi mettre, il y a plein de trucs que je mets pas de com, mettez juste coin, au niveau de l'algorithme ça aide. Puis si vous voulez encore plus aider la chaîne et puis moi-même, il y a un Tipeee, voilà, Tipeee en dessous en description, ça aide quand même un peu, s'il y a des questions, vous pouvez écrire, j'ai un mail aussi, JDR, machin, vieux geek, hop, je suis là. Et puis voilà. Et puis si vous voulez vous faire plaisir tout en aidant la chaîne, je refourgue tout ce que ma collection en fait qui sert pas forcément sur ma page Facebook. Je fais deux trois petites ventes par semaine pour pour m'aider financièrement sans pour autant à chaque fois faire gagnez-moi des sous, c'est pas facile. Mais voilà, comme ça vous saurez si vous voulez vous faire plaisir en faisant grossir votre ludothèque et en réduisant la mienne, tout en m'aidant à remplir mon panier de courses. Venez faire un tour sur Facebook. Bon, sur ce, des bisous à tous. Et puis bonne vidéo à vous. Maintenant, je vous propose un petit feuilletage de Oz. Oh, qu'il est beau. Bon, quand même, avant de commencer à tourner les pages, oh, c'est trop de travail. Oz, comment qu'on peut l'utiliser? Alors, on a bien évidemment la manière simple et un peu plug and play du type vous jouez à Planescape, machin, boom, enfin voilà, d'une manière ou d'une autre, vous découvrez Oz, la ville d'Oz, et à partir de là, vous avez vraiment tout pour visiter les quartiers, avoir des tas de personnalités, des factions, enfin voilà, les choses vont se mettre en place toutes seules. C'est un immense bac à sable, type exploration, type les PJ font des choix. L'autre manière, c'est d'utiliser tout l'immense background qui est tissé dans le bouquin par rapport à Oz. Et là encore, c'est du bac à sable, mais soit en mode un petit peu directif, vous avez une idée et vous allez plutôt mettre en avant certains PNJ qui vont être des types donneurs de mission et on essaye d'être des copains, soit au contraire de laisser vos PJ fouiller beaucoup, découvrir des trucs, prendre des positions, prendre des initiatives. La deuxième méthode étant beaucoup plus longue que la première, mais pour plaire à certains. Moi, je préfère la deuxième, mais voilà, en fait, faites comme vous voulez, il n'y a pas bonne et mauvaise méthode. Donc, Oz est constitué de 4 grosses parties. Il y en a des plus grosses que d'autres. Enfin, voilà, c'est en 4 chapitres. On va commencer le feuilletage défiant tout de suite. 2 cartes. Voilà, donc au début et à la fin. Et tu as les mêmes en fait en version plus grande et avec colorisation que ça t'indique des trucs, qui est en mode dépliant. Voilà. Ensuite, on a forcément au début du bouquin toute la partie introductive qui va te présenter assez rapidement l'univers. Donc tu as le point sur les factions, les personnages principaux, la timeline, comment marche le plan, comment qu'on vit à Oz, la structure sociale par exemple. Attends, la méchante mouche. C'est ce qui est nommé donc le monde. Hein. The World, c'est comment tout est agencé au niveau des plans.
Vous voyez, hein, les plans, ça va être quelque chose de très travaillé. The World et ses tableaux. Alors, hop, on commence à arriver, j'oserais dire, de tous les chapitres, la présentation générale te donne un bon avant-goût, mais c'est forcément, c'est très généraliste, c'est moins, voilà, c'est moins tripé, c'est moins enthousiasmant. Le cast, qui pourrait s'appeler tout simplement le bestiaire dans d'autres jeux, sauf que là, t'as à la fois des créatures très intéressantes, tout comme je kiffe trop les souris, tout comme tu as aussi des PNJ avec du niveau de puissance qui va de relativement faible à je te claque la tête sans trop de problèmes. Voilà, certaines bestioles montent vraiment très haut. Tu sens que c'est plus fait pour discuter avec que se dire je vais aller les taper. Tu vas pas les taper. Surtout que les pré-tirés qui sont fournis, hein, c'est du niveau 3. Le langage des gargouilles qui est particulièrement rigolo. C'est bon, les gargouilles étant muettes, tu communiques avec de la langue des signes. Le feuilletage, c'est pas de travail, mais on se fait chier, hein, tourner les pages. Enfin, moi, vu que j'ai déjà feuilleté le bouquin. Des personnages un petit peu beaucoup importants. Ah, c'est cadré comme de la merde. Voilà. Best of cadrage. Il y a un bon petit paquet de pages comme ça, hein, avec effectivement des bestioles et des PNJ. Tout il est bien staté. Vous notez l'ambiance, hein. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est limité à la Medfan. On a vraiment un goût de steampunk 1920 assez chelou, avec la poupée de chiffon Patchwork Girl. Donc c'est le dépaysement assuré. C'est aussi ce qui va peut-être en fait limiter l'accroche, à savoir que, moi je trouve que pour tous les MJ qui sont capables de se bouffer de l'anglais et qui sont amateurs d'univers un peu décalé, de jusqu'où on peut aller avec du DD5, c'est vraiment un must-have. Ouais, un truc à avoir dans sa ludothèque tellement c'est très très bien fait, c'est très très bon, c'est très inspiré et qu'au niveau du prix c'est pas abusé. Enfin bon, après il y a les frais de port machin, ça c'est chiant. Mais bon, ouais, c'est vraiment c'est très quali et puis le bouquin aurait été plus cher, il se serait vendu quand même. Mais du coup, c'est une ambiance pas évidente à placer, qui va pas plaire à toutes les tables, hein. On va pas non plus se raconter des bilbezaines. C'est tellement spécial que tous les joueurs vont pas accrocher. Il y a un côté très social, il y a un côté tu rencontres des monstres, vous voyez pas mes guillemets, ou des PNJ, ton premier réflexe ça va être de parler, hein. Ça va certainement pas être de taper dessus. Surtout qu'on est dans une ville, donc si vous tapez sur tout ce qui bouge, vous allez vite vous retrouver condamné, hein. C'est une ville, c'est légiféré, c'est civilisé. Il y a beau avoir plein de bestioles bizarres, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut jouer les bourrins qui tapent tout ce qui bouge. Les singes volants. Ah, il y en a un paquet. Ah, vous n'avez pas fini de faire le tour du bestiaire, comme vous pouvez le voir. Parce que justement, c'est pas véritablement un bestiaire, c'est vraiment, d'avoir appelé ça le cast, c'est vraiment ça, c'est le casting, quoi. C'est toutes les bestioles qu'on peut rencontrer, bestioles et PNJ comprises. Le land, le pays, le gros morceau, celui qui va être le moins funky beat à regarder, hein. Parce que c'est tout simplement, zone par zone, toute la ville qui est passée en revue. Donc c'est bien fait, en fait, en fonction des zones, vous avez un code couleur différent. Ce qui fait qu'avec la carte, tu peux plus ou moins te repérer relativement rapidement, sachant que forcément les zones, elles ont des thématiques, les lignes de communication. Alors ouais, tiens, remarque importante, à chaque fois, ça va bien être organisé sur une double page, tes infos. Et si ça prend plus de 2 pages, on t'y découpe par étage, et puis tu as du E1, E2. Donc une structure très bien faite. On retrouve tous les délires qu'il y avait dans sa version de Peter Pan, à savoir que pour tout animer, t'as beaucoup de tableaux utiles, à savoir aussi bien qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on rencontre, quel PNJ on rencontre, quelle créature on rencontre. C'est vraiment
il y a un côté vraiment prise en main totale. Le MJ, en fait, si c'est lâcher la bride et qu'il est en confiance avec ses joueurs, en fait, il suffit qu'ils connaissent le bouquin. Et puis bah après, voilà, il a le livre de ressources sous la main. Et il a un immense bac à sable qui est organisé. Hop, ils vont à tel endroit, je vais sur la double page, j'ai tout sous la main. Mes PJ vont à un autre endroit, j'ai la double page, j'ai tout sous la main. Donc ce qu'il va falloir bien garder en fait à l'esprit, c'est le goût du monde, sa structure sociale, les factions, les PNJ majeurs, leur intention et leur magouille. Et puis après, bah en fait, t'as baladez-vous les gars. Hein. Allez, je vais aller vite parce qu'il y a un petit peu une centaine de pages. Et oh mon dieu, ça va être long. Ah puis ça va être même chiant à regarder. Voilà, enfin ouais, vous avez une idée. C'est vraiment, c'est du bien structuré. À chaque fois en plus t'es pas perdu, tu vois bien où c'est sur la carte, qu'est-ce qu'on t'y propose, les plans qui sont utiles pour la circonstance. C'est vraiment un boulot qui est extrêmement précis. Ça va être dur de se perdre. Hein. Alors que bon, de base, le délire de c'est une immense ville avec une centaine de quartiers qui sont décrits et que tu peux faire des trucs, t'as envie de dire, je vais vite me perdre. À une centaine, je dois être un petit peu marseillais. Je les ai pas comptés, mais il y en a, t'arrives à la fin, tu te souviens plus du début. Hein. Ça peut-être être d'ailleurs un des points les plus problématiques. C'est beaucoup à emmagasiner. Donc cherchez pas à vous souvenir de chaque quartier. Enfin honnêtement, si vous vous souvenez des PNJ majeurs, des factions, des coins importants, laissez-vous la surprise des pérégrinations des joueurs. Hein, parce que c'est pas un univers que tu vas pouvoir te dire je l'apprends par cœur avant de faire jouer. Non, tu l'apprendras pas par cœur. Et tant mieux, le bouquin il est fait pour. C'est vraiment c'est une boîte à outils slash bac à sable slash ce que tu veux. Hein. La prise en main a été bien pensée. Ouais, les zones, c'est pas ce qu'il y a de plus joli à regarder, forcément, parce que c'est des zones, des tableaux pour animer la zone. Une zone. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu différent. Voilà, vous avez tout le temps les plans, les tableaux, les plans de zone. Enfin, je veux dire, t'as les plans de certains bâtiments, t'as. Ognin. Ah, il y en a plus savoir quoi faire. Hein. Et hop, je triche, on va plus vite. Tata, c'est joli. Les plans en plus qui sont bien faits, là, les coupes. Et les ressources, qui est, c'est dur de dire c'est quoi en fait le point le plus fort du bouquin. C'est qu'à la deuxième lecture en fait que je me suis dit bah les ressources c'est ce qui est vraiment le mieux fait. Parce que t'as à la fois effectivement bon, les artefacts typiques de Oz, t'as une banque, t'as l'usine, donc t'as vraiment les bâtiments que les joueurs peuvent explorer, une maison type. Donc ça c'est les bâtiments, je veux dire entre guillemets quelconques, et tous les tableaux d'animation. Donc je voudrais dire c'est la boîte à outils transversale aux sources. Et il y a de quoi faire. Honnêtement, il y a de quoi faire. Ça va peut-être être ça. Il y a presque trop de ressources, tellement le truc il va être dur. Il est tellement complet et en anglais qu'au bout d'un moment tu te dis fou, ça fait beaucoup, je me perds, il y a trop de ressources. Puis les petits croquis tout choupia à la fin. Et les pré-tirés. Vous noterez que les pré-tirés, en fait, c'est des persos assez lambda normal. Par exemple, là, vous pouvez me dire, oh là là, mais je vais pas pouvoir jouer des barbares et compagnie. Bah, en fait, si, il y a par exemple un barbare dans les pré-tirés. Voilà. Il y a du magicien, en fait, tu peux jouer avec des trucs normaux. Et justement, sur le côté, c'est quand même beaucoup, je vais un peu me perdre, mais même ça, ils y ont pensé, puisque effectivement, tu as le petit point de référence rapide qui est un peu la méga synthèse de tout ce qu'on t'a donné, pour pas dire une grosse connerie, en fait. Où tu as à la fois les personnalités, les factions, parce que c'est un petit peu quand même très très important, et puis hors le côté découverte de la ville, et puis décalage avec une ville Medfan, il y a un peu beaucoup du sel de la chose qui est dû aux interactions de tout ce petit monde. Hein. Si vous voulez jouer un petit peu en mode campagne et puis allons gratter sur les possibilités d'évolution et qu'est-ce qui peut s'y passer, ça va être des points un petit peu importants. Je vous le cache pas.
Si vous voulez juste voilà, je délire un coup et puis on est dans un scénario multiplan et puis voyage, rien que le cœur du bouquin pour une petite promenade, une recherche de PNJ, ça suffira amplement. Mais si vous voulez jouer sur le long terme, forcément, c'est les deux types d'acteurs qui vont être vraiment importants à exploiter. Et puis voilà, c'était Ose en survol, hop, le feuilletage, un vrai travail de feignant, c'est cool ça. Nick Lémurienne 3, il arrive, youpi, ça c'est de la bonne nouvelle, ça voilà. Des gens compétents, un jeu qui l'est très bien, donc on croise les doigts, je n'ai aucune idée de ce qu'il contient, je me suis absolument pas spoilé, j'ai vu la jolie jaquette couverture, j'ai écrit à Ludipress, disant oh s'il vous plaît un SP, un SP, un SP, un SP, et puis de toute façon si je l'ai pas en SP, voilà, je mettrai 3 francs 6 sous de côté pendant 6 mois, et puis je l'aurai. Parce que ouais, Barbarian of Lemuria, j'ai jamais caché que je suis assez fan des mécaniques, de l'univers. Enfin, je trouve que c'est un bon jeu. Et puis voilà. Donc Chronique Lémurienne, critiqué sur cette chaîne. Un jour, Inch'Allah, quand j'aurai foutu la main sur le bouquin. D'ici là, on va vous en parler à droite à gauche parce qu'il est un petit peu attendu. Et puis voilà. Puis ouais, c'est un bon petit moment de joie. Donc pour tous les amateurs de Barbarian of Lemuria. Voilà, on a la suite qui arrive, j'espère que ça sera aussi quali que tout ce qu'on a eu avant, et puis c'est tout simplement. Donc c'était mon petit instant joie, info partage. Et hop, un petit retour de test, parce qu'effectivement j'ai testé, alors que je prononce ça bien, Wide, ça doit être quand même mal prononcé. Donc c'est le jeu que Merlin est en train de monter, il y a déjà le kit, le premier scénar, et il travaille sur le gros jeu, on croise les doigts pour lui que ça soit prêt pour la fin d'année. Mais le kit est déjà dispo et c'est chez OBA. Du coup, j'avais pas du tout percuté que c'était le jeu de Merlin, hein, mais c'est juste par le bouche à oreille qu'on m'a dit ouais, ça c'est vachement bien, faut le test. Donc je suis allé m'inscrire parce qu'il propose des parties de test. D'ailleurs, c'est dommage, j'ai fait partie de la dernière vague de parties test sur juillet. Donc, il faudra peut-être que vous attendiez septembre pour pouvoir le test. Et c'est exactement ça le sens de la vidéo en fait. C'est, je vous incite à aller le tester. Je le présenterai de manière un petit peu plus poussée, je pense, le week-end prochain, parce que je reçois le kit physique là dans la semaine qui arrive. Donc, quitte à faire, ça sera plus sympa. Puis j'aurai lu le scénar que j'ai joué. Donc, je verrai les petites interrogations que j'ai, les machins, voilà. Mais du coup, c'est quoi Wallow Wild? Wallow Wild, c'est une série moderne du type vous êtes en 2019 et c'est de la série policière au fin fond du trou du cul des USA. Voilà, donc vous êtes dans un coin avec de la bonne ruralité, une réserve d'Indiens à proximité et il se passe des trucs de l'ordre de la série télé trucs policiers. Voilà, la session 0, le premier scénario est un peu mouvementé physique. Merlin a bien prévenu que ça serait pas du tout tout le temps comme ça. Mais en l'occurrence, c'est pas mal parce qu'en fait, le côté enquête linéaire, c'est un fil rouge que vous devez remonter. Voilà, il y a une espèce de tentative de fuite où vous avez un petit peu de retard. Il va falloir remonter la série de preuves pour attraper les méchants. Je pense que là, je spoil rien. On est vraiment sur l'axe du truc. Et c'est fait pour que les personnages puissent se rencontrer. Attention, truc très particulier, vu qu'on vous propose d'incarner une série télé, chose qui va refroidir certains d'entre vous, on est sur des pré-tirés. Et si j'ai tout bien compris, c'est pas des pré-tirés juste pour le kit. Ça sera vraiment des pré-tirés pour l'ensemble de la première saison. Tout simplement parce que on va vous proposer, comme dans toute série télé, le côté personnel des gens va être mélangé. Il va y avoir du secret, des trucs d'intrigue globale, du gloubi-boulga comme dans une série télé. Donc du coup, c'est des pré-tirés. Voilà, si je raconte pas de bêtises. Et puis, en tout cas, la session test, hein, c'est avec les 10 pré-tirés. Et donc du coup, tu as une présentation d'univers qui en fait les spécificités de ce coin des États-Unis. Après, ça va vite parce que c'est notre monde. Hein, en fait, c'est littéralement notre monde. Il y a les règles qui sont. Moi, j'avoue, hein, les règles, c'est pas mal un coup de cœur. Je suis pas trop série policière, branchie et compagnie. C'est un truc qui me voilà. J'ai rien contre, mais je suis pas très appété. Et les mécaniques du jeu sont vraiment assez fluides, assez bien. On a joué sous Forge en plus, alors tout était mécanisé ultra rapide. Donc j'attends de le voir en mode vraiment papier et puis voir comment on peut simuler ça sur une table de jeu. Mais ouais, on n'est pas sur un truc très complexe, hein, c'est sur du moteur qui est déjà connu, qu'il a un peu retravaillé. T'as 3D, tu jettes tes 3D, tu prends ton résultat médian,
Si tu as des attributs, des trucs spéciaux qui font que bah, en fait tu peux être plus mieux bien, ton dé il va pouvoir être plus gros, tu vas pouvoir prendre le meilleur, il y a tout plein de petites mécaniques comme ça, avec entre autres une histoire de points, de jetons joker que tu vas pouvoir cramer pour prendre des meilleurs résultats. Et c'est le seul point technique dont j'avais bien envie de soulever, ça, puis hop, le second, c'est qu'en fait, la manière dont qui est faite pour regagner les points de Joker, bah, c'est exactement comme les persos dans les séries télé. Va falloir un petit peu t'épancher sur ta live, raconter tes problèmes à tes camarades, ce genre de truc. Tu sais, c'est l'instant confession du héros dans la série quand il parle à son collègue. Voilà, et ben en fait ça, c'est motorisé, puis pour que les joueurs aient un intérêt autre que juste ceux qui aiment bien le roleplay, t'as la carotte de la mécanique qui fait que bah, si tu veux en fait avoir des meilleurs scores au dé, avoir plus de chance, quand t'as pas de chance sur ton dossier de dé, il va falloir taper dans ses points, il va falloir recharger ses points, sachant que t'en as que deux en plus, hein, donc si il va falloir les recharger, et ça tu les recharges en faisant bah, les scènes clichés justement dans les enquêtes policières où tu vas dire un petit quelque chose, ou même, puis voilà, le but du jeu c'est de réussir à en dire juste assez pour regagner ton point, et puis que ça continue un petit peu à garder du mystère. Donc voilà, ça c'est la première bonne surprise. La deuxième autre bonne surprise, c'est que il y a des points de vie, mais il y a des points de stress. Et tes points de stress, ils risquent de partir même, voilà, vite aussi, voire plus vite que tes points de vie. Se faire tirer dessus, si t'es pas un G.I. Joe, ça va te taper tes points de stress, parce que dans la vraie vie, quand il y a des coups de feu autour de toi, t'as les chocottes. Voilà, nous avons un instinct de survie. Donc vous jouez pas du tout des surhommes, des surfemmes, des surmachins. Vous jouez ça a ce petit côté Fargo, vous jouez des gens normaux. Voilà, des gens normaux qui ont des raisons de se mêler d'une enquête. Hein. Vous êtes des détectives, vous êtes des adjoints du shérif. Voilà, vous êtes des gens voilà, qui ont une vraie raison d'être là au milieu. C'est pas seulement oh il y a mon oncle Victor qui m'a dit qu'il se passe un truc dans la ville d'à côté et je vais aller voir. D'où l'intérêt aussi de jouer des pré-tirés. Vous êtes voilà, vous avez des vraies raisons d'être lié à l'intrigue. Vous êtes directement pris de voilà l'univers, la réalité, la vie t'oblige à t'occuper du truc. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Enfin, j'ai déjà fait part plusieurs fois que je suis plutôt pro pré-tiré quand c'est bien construit. Et puis voilà, donc je suis content, une bonne mécanique de base qui te permet d'incarner des gens à niveau humain quand c'est un peu ce qui est simulé. Des bons petits trucs mécaniques par rapport justement au fait qu'on ait des points de stress et qu'on n'ait pas des surhommes que oh, ça tire partout autour de moi. C'est pas grave, je vais faire un triple saut pair sur la voiture et faire du gunfight kung-fu à tuer 5 bikers à bout portant. Non, tu fais pas ça. Non, non, non. Non, non, si tu veux faire ça, tu vas jouer à Feng Shui, en fait. Là, tu joues à Walloway, tu fais pas ça. Et puis voilà, petite histoire de jetons qui permet bah, voilà, de pousser au roleplay avec une petite carotte sur les mécaniques ludiques qui est indispensable en fait vu les probas en fait. Enfin nous dans le party test on les a usés et réusés. Voilà, bah, j'ai raconté ma life pour pouvoir gagner du point. Voilà voilà. Et puis bah le scénario, bah, j'en ai dit assez. Hein. Il me semble que c'est un petit scénario justement qui permet de constituer l'équipe, vu qu'au début vous connaissez pas tous. C'est un scénario qui permet bah, de découvrir un ou deux mystères qui font comme à la fin d'un pilote, voilà, session zéro du truc. Vous avez la mini enquête, puis à la fin de la mini enquête, de nouveaux mystères se lèvent et t'as pas la résolution dedans, vu que c'est en fait la mort. Voilà, c'est la thématique de saison qui arrive. Et puis voilà, les persos donc les pré-tirés sont assez construits. T'as une page de background sans que ce soit justement un roman. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Donc on en parle un peu plus quand j'ai le bouquin à vous montrer. Et puis je vous incite, si vous avez l'occasion, tout simplement, vous voyez passer un testing. Voilà, vous avez la soirée de libre, vous êtes rôliste. Ça peut être une bonne découverte. Et t'es pas forcément obligé d'être voilà, un méga fan des séries policières télé. Hein. Moi, c'est pas mon trip. Ça m'a pas du tout empêché, voilà, de bien m'amuser et puis bien de me mettre dedans puis de faire mon petit enquêteur. On n'est pas, voilà, sur un truc qui est réservé, tout simplement. Hop, donc on en parle plus quand j'ai les petits bouquins à vous montrer. Autopromo, Zombie vs Mafia, simplement pour partager un petit peu ma joie que putain il est chez BBE et puis il est chez Philibert. Bon, je pense que les gars de Posidonien, ils ont un peu merdé sur la com parce qu'on est classé en livre dont vous êtes le héros. C'est pas du tout un livre dont vous êtes le héros. C'est purement du jeu de rôle. Il y a même pas de mini intro au livre dont vous êtes le héros. Donc tant pis. Et puis voilà. Et puis faut que je recommande des Moraxiens pour pouvoir faire mon auto-promo et puis envoyer un petit peu d'exemplaires de presse sur les chaînes de mes collègues, tout simplement.
Et puis voilà. Mais Zombie vs Mafia, hop, il est en boutique et même sur les grosses boutiques. C'était mon petit instant pommade à moi-même. Et puis si moi je fais pas ma pub, qui c'est qui va la faire? Donc Zombie vs Mafia, c'est sympa. Tu joues des zombies sous le temps de la prohibition, à la prohibition avec des méchants gars de la mafia. On a fait quand même que les gars de la mafia sont pas trop sympathiques. Voilà, on n'est pas sur les mecs de la mafia, c'est méga cool. On est plus un peu sur le Sin City. Et, les mecs de la mafia, non ils sont pas cool. C'est les mafieux. Non ils sont pas gentils. Voilà. Et puis Morak Xenia, toujours aussi bon. Et d'ailleurs, la foire de la vache, le titre provisoire de mon futur scénar, avance bien. Et puis voilà, donc hop, la suite dans le prochain intermède. Hop, Maléfice, les deux recueils de scénars qui sont sortis, à chaque fois 2 scénars dans chacun. J'ai beaucoup de mal à en parler pour la simple et bonne raison que les auteurs de scénarios en jeu de rôle sont à 2 doigts de se taper une crise cardiaque à chaque fois qu'on parle un peu de leur scénar et qu'on en dit un peu trop. Et qu'en plus, les auteurs de Maléfice ont un certain âge, pour pas dire un âge certain, donc on va essayer de les garder pour qu'ils finissent de nous écrire la suite. Non pas que c'est des scénars finis, hein, mais voilà, il y a d'autres recueils qui sont en travail. Coucou-san, travaille bien. Et puis du coup, voilà, on aimerait bien qu'ils puissent les sortir et qu'ils aient pas de soucis. Donc on va préserver leur petit cœur, on lira que les 4e de couvre et on va feuilleter. Je vais essayer de bien fermer ma gueule. Ça fait la 3e fois que je recommence parce que les 2 fois d'avant, j'ai un petit peu trop spoilé. Donc voilà, on va serrer le spoilage. J'avoue avoir une petite préférence pour les nouvelles enquêtes qui ont un peu plus de sensualité. Mais c'est voilà, c'est tout. Je n'irai pas plus loin. J'en ai marre de refaire les vidéos. Donc sinon, que dire? Ils sont voilà, chaque recueil il y a 30 balles. C'est chez Arcane. Et puis voilà. Si il y a un point qui peut énerver certaines personnes, et c'est pas parce que c'est des SP et puis que c'est des copains qu'on va pas foutre les pieds dedans. Les aides de jeu ne sont plus dans les bouquins, comme c'était à l'époque. Elles sont à télécharger sur le site de l'éditeur. Donc pour des trucs qui sont censés être découpés et puis donnés, c'est bien. Après, vous me direz, je connais personne qui découpe ses bouquins de jeu de rôle. D'habitude, les gens jouent avec la photocopie. Et en plus, là, vu la qualité de reliure, ça n'aurait pas été trop un souci pour photocopie. Mais ça rajoute plus d'une vingtaine de pages à chaque ouvrage. Donc voilà, vous le saurez, crier au scandale ou pas, moi ça me dérange pas trop, mais j'avoue je comprendrais quelqu'un qui bloque là-dessus. Voilà, c'est le genre de petits trucs qui peuvent en énerver certains, c'est dit. Ensuite, on va attaquer tout simplement, hop, on prend le vieux, le réédité. Je vous lis sa 4e de couve comme ça, je spoil rien du tout. Surtout quoi, ils ont vraiment fait des 4e de couve du type accroche intro, mais ils donnent vraiment que dalle les saligots. Et puis après on fait le feuilletage du bouquin. Donc un supplément pour jeu de rôle Maléfice, on s'en doute si on l'achète, c'est un recueil de scénar. Une étrange maison de poupées, donc scénar qui fait suite au scénar qui est donc dans le livre de base et qui précède un autre scénar qui, il peut intercaler en fait, tout simplement. Donc, contactés pour faire leur première visite au mystérieux club Pythagore, comment résister à l'attrait de la curiosité? Voici donc les personnages devant la porte d'une vieille demeure des arcades du palais royal. À peine sont-ils confortablement installés qu'on livre à l'adresse du club un colis de belle taille, accompagné d'une étrange missive qui stipule que le mystérieux paquet ne révélera ses secrets qu'à minuit. En attendant cette heure fatidique, on discute de façon mondaine, et puis minuit sonne. Qui pourrait imaginer à ce moment précis que va s'insinuer dans leurs esprits cette insatiable curiosité, ce besoin irrésistible de comprendre, ce goût immodéré de l'aventure, cette appétence pour l'insolite qui ne les quittera plus. Ta-ta-ta. Ouais, ça ne dit pas grand-chose, sauf qu'effectivement, il y a un colis qui est livré. Le titre, en fait, il spoil plus que la 4e de couve. On est dans un scénar, en fait, qui serait quand même très film d'horreur moderne. Pas les films d'horreur slasher avec plein de sons de partout, mais voilà, avec les ambiances, je trouve qu'il est assez proche de ce qui est fait en ce moment par Hollywood dans les films d'horreur un peu subtils. Enfin, le drame de la rue des Recollets. Les murs gémissent, des pendules apparaissent et disparaissent, d'étranges voix venues du fond des âges poursuivent un dialogue ininterrompu. La soirée au club Pythagore prend une tournure inattendue lorsque 2 personnes particulièrement inquiètes vous demandent un petit service qu'on aurait mauvaise grâce à refuser. Que se passe-t-il à Versailles au numéro 3 de la rue des Recollets? C'est la question que se posent les membres du club Pythagore. Joignez-vous à eux pour résoudre ces mystères. Parviendrez-vous à calmer les esprits des habitants de cette maison?
Là encore, hein, ça spoil vraiment pas grand-chose. Vous allez foutre votre nez, voilà, vous allez aider un jeune couple qui a des problèmes. Voilà, je spoil pas trop. Puis foutre votre nez dans leur passé, puis tout ça, tout ça. Le passé de la maison, et puis voilà, hop. Maintenant, on va feuilleter un petit coup. J'essaie de me centrer. Au niveau des tiens, médisance. La médisance à dire sur voilà sur Maléfice, ce tome se trouve en fait dans je sais pas qui est responsable de la bévue. Et voilà, on a une pub à la fin qui, au lieu de faire la pub pour celui-là, fait la pub pour le bouquin que tu as déjà acheté. C'est quoi l'intérêt? Bah, il n'y en a pas. Ensuite, bah, en fait, l'intérêt du livre et de le feuilleter, c'est de montrer à quel point c'est joli et c'est bien organisé. Putain, apprends à centrer moi-même. Donc, des illustrations de grande qualité, des scénars pas écrits par des teubés. Tatin. Donc voilà, hop, là ça spoil. Il va être question un petit peu d'enfant. Ces plans, ce type de plan est assez régulier, je le trouve très classe, très justement à l'ancienne, ça nous fait bien époque. Je sais pas trop commenter les illustrations parce qu'effectivement les illustrations spoilent un peu. Voilà, il n'y aura pas plus de spoil que les illustrations. À la fin, comme vous allez le voir, on a un trophomaton pour chaque scénar. Vous voyez, hein, c'est des scénars qui sont quand même relativement épais. On vous donne bien. Oh, des enfants! Voilà, les aides de jeu qui sont référencées. Aides de jeu à télécharger. Le petit plan de Versailles. Bon, ça, j'avoue, c'est plus pour la déco que réussir à s'y retrouver. Hein. Mais je compte le faire jouer, justement, en récolé. J'avoue, ça, bon, je m'en fous un peu. Ça, par contre, je m'en fous pas. Récolé, je le trouve un peu plus difficile que la maison de poupée. Et les tronchons tatin, et la liste d'aides de jeu, bien évidemment. Mais non, on arrive sur... Ah, j'avoue avoir une légère préférence, mais je crois que je l'ai déjà dit. Mais à force de refilmer, on sait plus ce qu'on dit. Alors, on va faire les quatrièmes de couvre en sachant que... Hop, un recueil Maléfice, une petite erreur. C'est dans l'autre sens. Bon, on s'en fout, hein, mais voilà, là, dans le sens de présentation, tu crois qu'une nuit Cléopâtre, c'est le premier scénar et de mes yeux vus, le deuxième, qu'en fait, c'est l'inverse. Ouais, je sais, vous en foutez, mais je suis un petit maniaque du détail. Alors, une nuit de Cléopâtre. Quoi de plus sympathique et quoi de plus sympathique et convivial qu'un réveillon chez un ami, dans sa maison de campagne proche de Paris? Surtout quand l'hôte a laissé entendre qu'un secret jusqu'ici bien gardé y serait révélé. Alors pourquoi faudrait-il que le destin s'en mêle et vienne gravement perturber ces réjouissantes perspectives? Pourquoi un événement improbable viendrait-il bouleverser cette soirée? Personnages marginaux, disparitions, manifestations étranges, société discrète, soirée où l'on croise des figures du passé, rien ne sera épargné à ceux qui se piquent de vouloir charitablement aider un ami dans la détresse. Ce scénario, inspiré de plusieurs contes de la littérature fantastique, plongera les personnages dans un Paris de la Belle Époque inattendu et bariolé. Et c'est vrai qu'il est très sympa, il est très goûtu. Je préfère un peu de mes yeux vus, ce qu'on va voir juste après, parce qu'en fait, l'embrouille, elle est terrible. Voilà. Donc du très bon scénar, très bien d'ambiance et tout, avec une jolie sympathique Cléopâtre. Et là, de mes yeux vus, scénar haut level d'embrouille, enfumage à tous les étages. Un prestigitateur est de retour à Paris après un long voyage à l'étranger. Quand son spectacle, qui attire les foules, dérape en pleine représentation, faut-il prendre au sérieux l'esprit apparu au milieu du programme quand il accuse un candidat à la députation de meurtre atroce, alors que nous sommes en période électorale? Le tout Paris brise et s'interroge. Lorsqu'une mystérieuse créature se met à attaquer des jeunes filles aux alentours du jardin de Luxembourg, les esprits s'échauffent encore. Et si les morts s'accumulent, c'est la preuve qu'on est en plein imbroglio politico-sentimental et qu'il serait bon que des personnages soucieuses de vérité se lancent dans une enquête qui devra démêler les chevaux des apparences, souvent trompeuses, surtout quand un magicien est de la partie. Et s'il n'y avait que lui pour brouiller les pistes?
Ah ouais, ouais, je suis d'accord, hein. Les cheveux ont des apparences souvent trompeuses. Et un scénar, à mon avis, qui va avoir un taux de plantage et de frustration relativement élevé quand même. C'est un truc... bon, après, toujours dépend comment les MJ tendent la perche et aident leurs joueurs, hein. On va pas se mentir, on est là pour faire une bonne soirée. Et puis quelquefois, il faut savoir aider un petit peu ces joueurs qui sont perdus, surtout dans des scénars qui sont bien du type enquête et quelquefois un petit peu complexes. J'aime bien la petite illustration d'époque qui va justement sur du magicien. Toujours très très belles illustrations à l'intérieur, hein, tu croirais une photo. Les personnages. Le petit classique bouche-trou de Maléfice, quand on a voilà, quand on a un peu de place, on met une jolie bestiole toute chelou. L'apparition en question, apparition accusatrice, le meurtre en question, l'un des meurtres. C'est une de mes illustrations Maléfice préférées. Moi, je la veux bien en fond d'écran, hein. Le mariage rouge-bleu, on est vraiment sur... c'est pas beau parce que oui, c'est un meurtre, mais c'est vraiment... voilà. En termes de composition de couleurs, j'y suis très sensible. Alors que bon, là, c'est plus ambiance, mais c'est composition couleur, c'est sombre, quoi. Alors, ça passe pas du tout à la... Putain, est-ce qu'on voit mieux? Non, on voit pas mieux. Est-ce qu'on voit mieux? Ouais, on s'en fout. De toute façon, vous voyez, c'est du Maléfice, donc on fait bien attention à avoir une typo qui fait bien d'époque, avoir les jolis plans d'époque, les belles illustrations. Celle-là aussi, elle fait bien, hein. Joli bleu. Voilà, les petites bestioles toutes cheloues, tellement dans l'ambiance maléficieuse. Et puis sinon, ouais, c'est du scénar où on te donne, hein. Tu as de quoi faire, tout est bien expliqué. Hop, et on finit par le traditionnel tronche au maton et liste des aides de jeu. Comme vous voyez, il y en a 17. Ah, il y a de quoi faire. Et une nuit de Cléopâtre. Donc là, voilà, c'était mon petit scénar préféré parce qu'il est bien pourri et compliqué. J'avoue que pour l'instant, je n'ai pas de groupe à qui j'oserais le faire jouer. Parce qu'il est bien... voilà, je joue trop des trucs de bourrin en ce moment. Voilà. Amis joueurs du Discord, s'il y en a qui veulent s'arracher les cheveux, demandez ce scénar. Une nuit de Cléopâtre. Voilà, comme d'habitude, au début, on t'explique bien, t'as les protagonistes, t'as le plan, t'as le dessous de l'histoire et de l'embrouille. Faut que je fasse gaffe, à un moment, il y a une censure YouTube parce que on est une madame pas trop bien habillée. Un incendie. Ah, une madame pas trop bien habillée. Censure YouTube. Voilà, c'était le moment sensualité, pas YouTubesque. Le petit détail très marrant. Voilà, hop, on va reconnaître les corps, mais vu qu'on est belle époque, oui, ça se voit quand même. Voilà. Un monsieur, une madame, un monsieur, et la madame, on va couvrir en fait tout simplement ce qui ne peut être montré par la bienséance. Surprise, c'est en plusieurs actes. Oh, surprise, un scénar qui s'appelle Cléopâtre, t'as une madame en Cléopâtre. On te reparle de Cléopâtre. Voilà, voilà. Et un l'épilogue. Hop, ouais, je pense pas que la vidéo, ouais. Voilà. En fait, c'est une illustration assez sensuelle, mais en fait, voilà, ma caméra ne captant rien du tout. La pudeur est sauvée. Le traditionnel tronche maton avec la traditionnelle liste d'aides de jeu. Voilà, voilà. Et là, bon, du coup, la pub, elle est sur le bon bouquin. Petit côté maléficieux, toujours très classe. Hop, c'était pour les deux petits scénars maléfices. Et on attend les prochains, tout simplement. Travaillez bien. Hop, voilà, donc pendant qu'on en est au feuilletage des maléfices, je vais en profiter aussi pour montrer l'écran et le bouquin de base. Alors, bouquin de base que j'ai bien critiqué. Je vais pas faire une synthèse de moi-même. Par contre, à l'époque, j'avais des PDF que je n'étais pas trop censé avoir. Et maintenant, j'ai le vrai livre en dur et en beau. Donc, c'était pour vous montrer à quel point, dans la vidéo, je fais, ouais, il est beau, il est beau. Maintenant, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi c'est aussi un succès magasin, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui craquent dessus, voilà, parce qu'il y a une bonne réputation. On hésite. On voit le bouquin, il est joli, on feuillette, je le veux. Et voilà, on finit avec un maléfice. Donc l'écran, alors comme d'habitude, 25 boules l'écran, c'est du rigide, une illustration qui est jolie, c'est la galère à montrer. Voilà, une illustration Paris Belle Époque, c'est pas dégueulasse. Le côté MJ est intéressant quand même de soulever que Maléfice étant un système très simple, avec 4,
on a un écran qui en termes de table, et ben ça va pas trop loin parce que bah t'en as pas trop besoin en fait. Voilà, c'est pas un truc de feignant, c'est juste que le système étant simple, tu te fais pas chier avec 25 000 tables. Ah, je résiste pas, hein. Ah, il est joli, il est joli. Avec les dames Belle Époque, les gens du peuple. Oups. Ces calèches, ces automobiles. On notera quand même qu'avec ça, tu as le droit à 2 pages de pub, que t'en as rien à carrer, que les collectionneurs mettront pas à la poubelle, mais soyons honnêtes, voilà, on s'en fout, hop. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as le droit à 2 posters, et les deux sont bien sympathiquement utiles. Il y en a un, c'est la France, bon, la France maléficieuse, hein, forcément. Donc ça se voit super mal parce que je fais nimp, il faudrait que je rebouge ma caméra. Hop, vous allez peut-être mieux reconnaître comme ça. Et puis ouais, bah t'as plein de petites icônes qui sont là, qui sont rapportées à la légende, que tu sais ce que c'est. Donc c'est assez sympathique. Ça le fait bien d'avoir cette petite carte de France. Et surtout, tu as hop, ton petit résumé de l'intérêt du tarot maléficieux. Avec comment que ça marche pour la création de persos. Et puis un résumé de toutes les arcanes. Voilà, avec le mal, le bien. Voilà. Tiens, ce qui me permet de replacer que, oh, le tarot de Maléfice est désormais réédité et redisponible. Non, je dis pas ça du tout pour forcer à la vente, je dis ça parce que je suis un gros relou et que je suis regardé par certains auteurs d'arcane et que mon anniversaire c'est le 8 août, les gars. Alors, vous avez le droit d'appeler Mathieu. Ouais, je suis une merde. Ouais, je suis une merde. Hop. Voilà, j'ai fini de tenter de faire du forcing comme un bâtard. Tout ça pour vous montrer, hop, le splendide livre de la V4 de Maléfice. Donc voilà, pour savoir tout bien que j'en pense, il y a une vidéo de présentation plus une interview des auteurs, que je les mettrai en lien à la fin de la vidéo. Et je vais tout simplement feuilleter en essayant de fermer ma... Ouais, les illustrations, elles sont terribles. Il y a, j'étais donc à Provins, la grosse réunion des maléficieuses, et ça a parlé quelques fois de l'illustratrice, si je me plante. Putain, le style Mucha, mais ça pète, quoi. Oh là là, pardon. Voilà. Mucha, un des 4 grands de l'affiche, un des mousquetaires de l'affiche, il me semble que c'est comme ça qu'on les appelait. Ah non, mais ça pète, quoi. Oh là 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 là, comme ça pète. Des photos d'époque. Et donc oui, tout simplement pour dire que la gamme Maléfice a trouvé son illustratrice qui est de grand talent et qui nous fait des très beaux trucs. L'aurore, j'accuse. Alors ça vraiment, ah ça se voit pas bien, putain. On a vraiment des jolis tableaux, des jolies illustrations qui sont pris, des photos d'époque. Enfin, t'es bien dedans, hein. Alors je l'avais déjà signalé, mais vraiment ils ont pris pas mal de temps pour bien remettre le contexte. Ouais, c'était une guéguerre entre eux, hein. Il y en a qui en voulaient plus, il y en a voilà, qui disaient ah, faut se calmer les gars, on peut pas faire 800 pages de contexte. Mais je trouve que c'était un très bon équilibre et en fait bah t'as bien le goût de la vieille France belle époque et voilà, t'as pas besoin d'être historien pour pouvoir jouer à Maléfice. Je l'ai déjà dit plusieurs fois hein, quand j'étais jeune, pour nous Maléfice c'était vraiment le jeu des grands, le jeu des experts et nous on jouait à Pulp Cthulhu en faisant exploser du profond à la dynamite comme des bourrins. Et je suis passé un peu à côté de quelque chose quand j'étais jeune, je les ai juste bouquinés, moi les Maléfices, je les jouais pas quand j'étais gamin, je les jouais qu'une ou 2 fois. J'étais nul à chier quoi. Et c'est vraiment une belle découverte quelque part sur le tard quoi. C'est voilà. Maintenant je suis un grand, je suis un vieux rôliste, j'ai le droit de jouer à Maléfice. Et c'est vraiment un super boulot. Donc il avait cartonné lors de son pledge. Après, c'est un peu gueulé parce que les rôlistes sont pas patients. Puis les Suisses pour leur laisser le temps de travailler. Mais maintenant qu'il est là, c'est aussi un succès boutique. Je pense que je me répète, mais c'est vraiment un succès complètement mérité. Les auteurs, je les ai rencontrés, c'est vraiment des passionnés. Voilà, c'est des gens qui aiment Maléfice. Voilà, voilà. Il y a une Madame Maléfice, mais bon, on ne parlera pas d'elle, mais qui mériterait en fait d'être PNJisée tellement c'est une madame. Allez, on est qu'à la page 65. Je vais pas vous faire 20 minutes.
toute façon, tout le bouquin, il est bien fait, quoi, voilà. Et vu que c'est quand même dense au niveau du texte, c'est bien qu'on ait autant d'images et de photos, parce que ça le rend un peu plus digeste. Que bon, voilà, sur quand t'achètes deux scénars, t'es 30 boules, ouais, le petit bouquin, c'est bien qu'il n'y ait pas trop d'illustrations, parce qu'à un moment, ouais, j'ai pas acheté un bouquin de dessin, hein. Par contre, pour le livre de base qui fait quand même, il fait un paquet de pages, voilà, on est sur du 300 pages et qui est bien dense, c'est bien qu'il y ait d'illustrations parce que sinon, à un moment, on se sentirait un petit peu épouse chrétien. Et il y a un bon compromis, je trouve. Je pense que sur d'autres types de jeux, ouais, par exemple sur du contemporain, je ne demanderais pas qu'il y ait autant d'illustrations parce que bah, c'est du contemporain, je sais à quoi ressemble notre monde. Mais voilà, sur un truc belle époque, en fait, je suis assez content. Bah, je dis ça parce que la toute première fois que j'ai fouiné le PDF, je me suis dit, putain, il y a beaucoup de jolies illustrations. Puis après, je fais, ouais, c'est bien qu'il y ait des jolies illustrations. Il y a aussi du texte qui est bien écrit, qui est bien profond. Ah, je vais pas vous faire page par page parce qu'on n'a pas fini, mais de toute façon, voilà. C'est la qualité ne baisse pas, en fait, en avançant dans le bouquin. Donc ouais, on est vraiment sur du bon bouquin. Voilà, le tarot. Avec comme quoi, hein, c'est le karma. Je suis tombé sur le tarot, hein. On est vraiment sur quelque chose de, voilà. C'est ultra quali. Les fiches de perso sont simples d'ailleurs, hein. Voilà. Elles prennent pas mal de place, mais elles sont simples, en fait. Ouais, tes deux grosses caracs qui sont utiles, sont pas en coin. T'es quatre, on s'en fout. T'as une réserve de points dans ce qui est en équilibre, et puis t'as tes caracs de jeu. Le style Art Nouveau qui est bien présent, qui est bien un signe de l'époque. Les illustrations, elles tapent, quoi. Une spirit, même, on dirait Marie Curie. Marie Curie jeune. Je dis n'importe quoi, je sais pas pourquoi elle me fait penser à Marie Curie. Et les règles qui sont simples, répétons-le. Au revoir les pourcentages de compétences, bonjour les systèmes encore plus simples. Même si bon, Maléfice a jamais été le système le plus voilà, le plus charnu, échevelé et arracheur de cheveux. On a connu pire à l'époque. Pour l'époque, ça se voulait un truc simple. Et du coup, bah l'époque ayant changé, oh, putain comme ça pète quoi. Et il y a du scénar à la fin, tout simplement. Et à la toute fin, t'as de la fiche de perso. Papa. Voilà. Et il est à 45 euros, 300 pages, très très beau. Une des meilleures réussites françaises de ces dernières années. Vraiment, voilà. Le jeu de rôle qui sent le souffle, le jeu de rôle que bah, moi je m'attendais pas du tout à tomber amoureux de Maléfice, hein, voilà. Quand j'ai foutu la main sur la V4, un camarade qui me l'avait envoyé. Et vraiment, ouais, vraiment une très belle claque, une très belle réussite. Je connaissais pas les auteurs avant, j'ai pensé beaucoup de bien du jeu. Et effectivement, je les ai rencontrés en interview, j'en ai rencontré en pour de vrai, et ça a été vraiment un super moment. Donc voilà, des gens qui travaillent avec passion et avec amour sur un jeu qu'ils aiment. Oui, effectivement, bah, ils sont un peu longs, mais en fait, je tiens à dire, c'est pas des, voilà, ils ont une vraie vie à côté, ils ont une vie professionnelle. Et ouais, ils y consacrent une vie professionnelle, une vie familiale, ils consacrent pas mal de temps à faire bah, un boulot d'auteur pro, hein. Je tiens à le souligner, on est vraiment sur une qualité qui est de très haut niveau. Donc voilà, Maléfice, est-ce qu'on aura un jour une version américaine pour conquérir le monde? Je sais pas si les ricains seraient intéressés. Il y aura forcément un petit public ricain qui serait touché par cette qualité et qui dirait oh, c'est le style européen et tout ça. Mais après, c'est très, Maléfice, c'est un jeu franco-français quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est notre jeu franco-français.
Donc j'attends ce qu'ils vont faire parce que vraiment, je suis curieux de la suite, aussi bien les réécritures d'anciens scénars qui sont en chantier que les nouvelles écritures de scénar parce que voilà, c'est un jeu qui a beaucoup en fait de vieilles reliques qui a à ressortir. Quand tu vois le prix d'ailleurs pour retrouver les vieilles reliques, oulala, qui a une communauté de fans depuis des années, quoi. J'en entends parler depuis que je suis au collège, moi, de Maléfice. Mais qu'on a encore ouais, je trouve qu'on a encore sous le pédale, sous le capot, et qui mérite aussi d'avoir des nouveaux scénarios. Il faut pas du tout, à mon sens, que Maléfice repose sur ses vieilleries, même si elles sont très bien réécrites, hein, c'est pas la question. Voilà, c'est bien que Maléfice propose du nouveau. Son camp Maléfice était d'écartement mort. Il a continué à vivre grâce aux fans, donc je pense qu'il n'est pas prêt de mourir. Donc voilà, longue vie à Maléfice. Pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Si vous avez l'occasion de tester un moment ou un autre en conve, voilà, ne vous gênez pas. Les scénars sont pas tous des scénars complètement tordus et compliqués. Il y en a pour plusieurs niveaux de difficulté. C'est toujours des scénars d'ambiance. Faut aimer jouer Belle Époque. C'est un peu le Cthulhu français. Voilà, avec moins de tentacules et quand même un peu plus de Belle Époque. On a un côté un petit peu plus, je vais pas dire de subtilité, parce que ça dépend en fait de comment votre MJ le fait jouer, hein. On peut être excessivement subtil à Cthulhu. Et bon, si moi ça n'a pas été le cas, c'est à cause de ma vie de jeune rôliste. Voilà, et cervelé. Bon, sur ce, voilà, je vous laisse là. Hop, petite vidéo sur Knight, la geste de la fin des temps. Donc bon, c'est 3 bouquins, mais c'est dans un coffret avec en plus un petit portfolio, machin. C'est la joie. J'ai déjà une vidéo où j'en dis beaucoup de bien, donc là j'en reparle un petit coup parce que je l'ai reçu en cadeau cette semaine. Hop, merci WonderJ. Et puis il y a un truc que j'avais pas réalisé en fait, c'est la qualité physique. Parce que bon, moi j'ai fait une vidéo où j'étais tout enjaillé, mais j'oserais dire sur des PDF que j'aurais pas dû avoir en version voilà. Et puis en version rien du tout le prix. Et là en fait, c'est déjà oui, enfin les bouquins sont beaux, quoi. La qualité de papier est belle, les illustrations qui sont belles en PDF, du coup elles rendent vachement quand même mieux, hein, en fait. Quand t'as un vrai livre entre les mains, c'est quand même pas le même plaisir, quoi. Je ne boude pas les PDF, mais on va pas se mentir. Avoir un vrai recueil d'arbres morts, c'est quand même s'en jette beaucoup plus. Et surtout, j'avais pas du tout fait gaffe à ça. Parce que bon, vu que c'était du PDF de gros voleur que je suis, le coffret est à 90 balles. C'est 30 euros le bouquin, mais ils te font le tout avec chacun déjà 30 euros. T'as envie de dire, ouais, pour du jeu de rôle, ça va. 30 boules. C'est pas du foutage de gueule, c'est chez Entremonde. Donc voilà, un éditeur et des auteurs qui essayent pas de gratter à mort. Je pense qu'ils ont baissé les prix le plus bas possible pour que ça soit accessible et jouable. Et puis t'as le coffret plus le folio. Enfin, c'est un rapport qualité-prix qui est quand même rarement égalé. Voilà, donc c'était surtout ça que je voulais souligner. Physiquement, les livres ont du cachet. Au niveau du fond, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait, mais en gros, pourtant c'est une mécanique qui est pas pour moi, hein. C'est pas c'est pas la mécanique la plus indigeste et la plus imbuvable du monde, mais c'est une mécanique qui est développée, pour les gens qui aiment bien les jeux de rôle avec de la mécanique. On n'allait pas jusqu'à Shadowrun 5 non plus, hein, c'est pas de l'étouffe chrétien totalement injouable. Mais oui, c'est un vrai jeu qui a une vraie mécanique. Il y a aussi des vrais jeux qui n'ont pas de mécanique, mais il y a développé. Oh putain, je m'enlise dans un truc qui n'a aucun intérêt. Knight, c'est très beau, et c'est un éditeur qui a fait un gros effort pour que sa campagne finale de clôture de l'univers de jeu soit abordable par les fans. Et ça, je trouve ça c'est beau geste. Tu sens les gens qui veulent qui veulent partager leur passion, partager leur univers, que ça soit joué, et puis qui sont pas là pour devenir riche grâce au jeu de rôle. Tu deviens pas riche grâce au jeu de rôle. Tu vivotes grâce au jeu de rôle, au mieux. Mais voilà, Knight, c'est superbe, c'est beau, c'est qu'un intermède, donc j'arrête de m'allonger, de m'étendre. Mais ça a été vraiment déjà, c'était ma petite joie de la semaine de le recevoir par Colissimo. Moi, j'avoue, hein, ça fait super plaisir. Et puis en plus, oui, je n'avais pas conscience sur mon analyse grâce à PDF détourné à quel point c'est une gamme qui cherche à être abordable parce qu'en termes de rapport qualité-prix, ils auraient pu le mettre à 120 balles.
que ça aurait pas choqué rapport à ce qui tourne sur le marché du jeu de rôle. Soyons honnêtes, hein. Avec coffret plus 3 bouquins, plus ton machin recueil, plus manette, 120 balles, personne n'aurait gueulé. 190 balles. Ce qui est quand même, voilà, hein, c'est un quart en moins. C'est, enfin, ouais, ça me semble un geste significatif et puis qui peut être souligné. Et puis voilà, de temps en temps, je râle sur le, c'est quand même un peu cher. Bah là, en l'occurrence, c'est quand même un bel effort. Donc merci à eux. Voilà, c'est tout. Merci à WonderJ pour le cadeau et merci à eux pour le cadeau à tout le monde, tout simplement. Hop. 10e tentative pour parler d'Inferno, tout simplement parce que je sais pas. Voilà, j'ai fini le kit, j'en ai discuté avec des gens qui l'ont joué, Aljo qui sera bientôt sur vos écrans pour qu'on discute d'Inframonde et Anna ensemble. Mais ouais, mais je sais pas. Autant ça m'a accroché, hypé, ça me laisse plein d'interrogations. Autant le kit ne parvient pas à me rassurer par rapport à que va être Inferno. Donc ça fait 1 heure que je discute devant cette caméra pour essayer de vous en parler. Je ne suis absolument pas satisfait. Donc Inferno qui va sortir chez Agathe, que le kit sera bientôt disponible. C'est l'enfer de Dante, passé à la sauce DDesque et c'est sérieux. Un truc qui va jouer qu'en campagne, où vous jouez des gens damnés qui se retrouvent à aller explorer l'enfer avec encore une pointe d'espoir de peut-être pouvoir s'en sortir. Quelques mécaniques de jeu, je pense à l'espérance, qui vont être là vraiment pour typer cette chute en enfer. T'es déjà dans l'au-delà, donc en fait tes personnages, ils peuvent pas mourir, par exemple. Tu meurs, tu vas respawn parce que bah, t'es déjà en enfer. Il n'y a pas un au-delà à l'au-delà. Ce qui te pend au nez, c'est de perdre de l'espoir et devenir un prisonnier de l'enfer. Parce que là, pour l'instant, vous êtes des voyageurs, vous êtes des visiteurs de l'enfer, mais voilà, vous n'êtes pas obligatoirement condamnés à l'enfer. Il y a de bonnes chances, il y a de bonnes chances. T'es mal parti comme les mécaniques de jeu sont faites pour que tu finisses coincé. Et donc, on est sur un jeu extrêmement ambitieux qui cache pas son ambition. Il y a des petites pointes littéraires, son ambition de sérieuxité. On est vraiment sur quelque chose qui tranche. Après, le kit a pas réussi à me rassurer, au sens il y a pas mal de choses voilà, on sait que ça va être là. Par exemple, il va avoir des natures quoi que tu jouais, quoi qu'il était ton personnage avant d'arriver en enfer, quand tu arrives en enfer, tu as 5 natures possibles. On en a qu'une, c'est celui du voyageur encore vivant. Et même là, même si avant c'était un demi-géant, un orc, un machin, tu prends visage humain. Et puis c'est tout, puis c'est comme ça, parce que de toute façon, c'est pas véritablement ton corps physique, c'est ton âme qui exprime son apparence. Tu vas être lié à un archétype, qui est en fait la version souillée des classes de DD. Par exemple, le guerrier, qui sera d'ailleurs pas forcément, qui était pas forcément avant un guerrier, mais il va avoir une cape de sang, des mains, enfin voilà, des mains pleines de sang, et puis une espèce de couronne de mort, où il va être un crâne couronné, où il va avoir une tronche humaine et puis une couronne avec des têtes de mort. Par exemple, le guerrier fantôme squelette là de Berserk, c'est exactement ce genre de visuel. Tu vas avoir aussi le saint, c'est-à-dire le prêtre, qui, bah, malgré qu'il était à faire prêcher la bonne parole, il faisait des trucs pas bien, et du coup il va se retrouver en enfer, et du coup avoir des yeux voilés, une petite couronne, pas une couronne, une auréole métallique qui va lui être accrochée au-dessus de la tête. Enfin, là on est sur des trucs comme ça. Les mages qui vont symboliser l'avarice ils ont les mains en fait qui sont bloquées sur leur bâton de pouvoir et leur grimoire. Là, t'as des trucs assez spéciaux. L'idée est extrêmement alléchante. C'est juste que le kit me donne voilà, des petits indices de où c'est que ça va. Mais j'avoue que j'en sais pas assez pour pouvoir trancher. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment... Est-ce que ça va être un objet de collection parce que c'est une sacrée tentative, mais quelque part ça va être difficilement jouable, ou est-ce qu'on est sur une proposition qui va être ludiquement vraiment accessible? Parce qu'après, en termes d'OVNI, il a déjà gagné sa place dans toutes les ludothèques des collectionneurs de l'univers DD. On n'a jamais vu un truc aussi sérieusement barré. Voilà, c'est barré, mais au sens barré glauque, barré qui s'assume sérieux. C'est culte qui rencontre DD, le tout sur fond culturel de haut niveau et qui s'assume.
Voilà, c'est une proposition couillue, c'est une proposition qui tranche. Mon inquiétude, en fait, ça va être est-ce que ludiquement c'est abordable? Est-ce que je me vois passer une soirée avec mes potes en me disant ouais, on fait autre chose que préparer notre prochaine dépression? Soirée anxiolytique, les copains, ce soir on joue à Inferno. Voilà, non mais c'est ça, hein, en termes de réussite, de ce que tu vois, tu quittes, ok, ils savent où ils vont, ils savent écrire, il y a un petit scénar qui te pose bien l'ambiance de l'enfer. Ah, c'est pas drôle, c'est pas drôle du tout. On sent que le thème de fond, il est là. Le thème de fond, c'est l'expiation. Voilà. C'est la perte de l'espérance, l'expiation, savoir faire face à ses propres péchés, les reconnaître, les assumer et les expier. Challenge un peu difficile. Le tout dans un cadre littéraire, voilà, un petit peu référencé. On est sur du Dante. Voilà. Après, est-ce que ludiquement, ça va être appétant? Tu te dis, j'ai eu une dure semaine de boulot, j'ai envie de décompresser avec les copains. Tiens, je vais aller déprimer sur... Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. D'un côté, je suis fasciné par la proposition ludique que c'est. De l'autre, je sais pas si moi j'oserais y jouer, si moi j'oserais y faire jouer. J'ai besoin, voilà, honnêtement, j'ai besoin du livre complet, fini, pour savoir si je vais aller au génie ou juste pour public vraiment averti, ou pour, enfin, tu me diras, tu peux jouer à Cul pour décompresser. Donc oui, voilà, si tu joues à Cul pour décompresser de ta semaine, tu pourras jouer à Inferno pour décompresser de ta semaine. Mais, euh, mais voilà, on est sur ce genre de jeu. Voilà, ça va pas être le jeu bière pizza, on rigole avec les copains. On est sur un jeu qui va s'inscrire dans la campagne, sur du jeu à secret. Ça, c'est clairement annoncé par le kit, hein. Il y a un aspect à secret. A priori, même dans les mécaniques. Donc voilà, je m'arrête là, sinon je vais répéter, je ferai une énième, voilà. Je referai encore une autre tentative après. Un kit qui me laisse beaucoup plus de points d'interrogation qu'autre chose. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire assurément, c'est qu'il est beau, c'est qu'il est bien écrit, hein, on prend le temps, t'as des pleines pages qui sont avec voilà, la citation qui le fait bien, la petite phrase d'ambiance qui le fait bien. Il y a un vrai souci au niveau des mécaniques pour adapter ça à un jeu infernal. Ça va pas être un concours de bourrinisme. De toute façon, t'as carrément un encadré qui te prévient que voilà, le but du jeu, la portée du jeu, on n'est pas là pour des nouveaux dons, des nouveaux. Il y a plein de nouveaux trucs qui sont amenés, mais en fait, c'est strictement pour l'ambiance. C'est pas avoir pour ta collectionnique de nouveaux pouvoirs, hein. Et voilà. Enfin, c'est extrêmement intriguant, mais je sais pas si à mes yeux il sera jouable ou pas. J'attends voilà, j'attends le livre final. Les copains qui ont fait le premier scénar, bah ouais, ils ont réussi voilà, à le faire, puis à prendre un peu de plaisir à y jouer. Et ils ont été tout de suite quand même happés par voilà, la question du roleplay. Je pense qu'on est vraiment sur une proposition ludique voilà, qui va être pour du roleplay, pour les gens qui aiment le roleplay. C'était juste là pour te dire, ouais, je vais aller en enfer buter du démon. Inferno n'est pas pour toi. Inferno, ça va être pour l'exploration de ton personnage, du questionnement sur tes péchés, du questionnement sur la rédemption, du roleplay à table, le tout soutenu et motorisé par des dessins avec des petites mécaniques nouvelles qui vont être là pour t'aider voilà, à aller dans ce sens-là. Est-ce une réussite ou pas? Je ne sais pas, je vais attendre le livre final. Le kit me permet pas de me prononcer, le kit me permet de voir vers où ça va et quelle ambiance ça propose, quelles thématiques sont abordées, hein. Je dis ambiance lourde, dure, difficile, thématique, la rédemption, la corruption, réussir à se regarder dans la glace, réussir à assumer ses erreurs, et voilà, puis des nouvelles mécaniques qui vont essayer de soutenir tout ça avec des nouvelles natures, on ne parle plus de race, des archétypes qui vont remplacer les classes, même si du coup, bon, on le voit par rapport avec les prétirés qui sont proposés, on est quand même là c'est des classes réhabillées pour donner des goûts infernaux, et puis des goûts, vous incarnez des pécheurs maudits, tout simplement. Donc beaucoup de points d'interrogation. Ce qui t'offre beaucoup plus de points d'interrogation et voilà, te montre la direction, mais voilà, je reste très interrogatif, je sais pas. Bon, je m'arrête. Je pense que tout le monde a compris. Un kit qui m'intrigue énormément, mais qui me rassure pas au sens que je sais pas quoi penser de ce futur jeu. J'aurais besoin de voir le jeu réel fini, parce que là, pour l'instant, c'est très intrigant, mais voilà, mais je sais pas, c'est intrigant.
Hop, c'était un petit instant hommage aux bêta-testeurs. Donc attention, hein, pas aux testeurs comme moi j'ai fait avec le White cette semaine, pas non vraiment aux bêta-testeurs, c'est-à-dire le cercle proche de joueurs d'un auteur qui va lui permettre de faire vraiment le retravailler son premier jet. Et voilà, on les voit souvent en petits remerciements dans les bouquins. C'est des gens qu'on oublie, qu'on passe au niveau des crédits. Alors que si, enfin ouais, soyons honnêtes, hein, ils sont super importants. Je sais pas exactement pour les autres créateurs, mais je sais que de temps en temps j'en parle avec les auteurs, et il y a des auteurs qui aiment bien les mettre en avant et qui les remercient pas du tout pour faire beau et puis faire de la lèche. C'est parce que c'est vraiment important. Pour Momo Xenial, bêta testing a pas trop fait changer les choses. Ça a rebougé des pièces, enfin ça a amené des idées. Mais par exemple sur Foire de la Vache que je suis en train de retravailler, là on en est vraiment à voilà, à la session 0 des bêta testing, hein. C'est-à-dire j'ai mon premier groupe qui joue le scénar, et en termes de pages, la première partie de scénar qu'ils ont joué, c'est passé de 4 pages à 12 après eux, grâce à leur créativité, à leur investissement, à leurs remarques. Donc c'est vraiment super important. En fait, voilà, c'est un poste dans une production de jeux de rôle qui est souvent sous-estimé, on les remarque des fois dans les crédits, les remerciements, mais pas, voilà, hein, des fois ils sont pas là. Alors que, enfin ouais, je trouve que c'est vraiment, c'est un temps utile et utile. C'est vraiment utile et utile, quoi. C'est JB, il insiste souvent sur le côté, ouais, alors est-ce que tel jeu il a été testé voilà 2 fois ou 3 ans, parce que lui c'est un grand malade et il l'a testé Watt 1000 fois, hein, son coureur d'orage avant de le proposer au grand public. Mais c'est vrai que c'est primordial. Enfin, tu prends l'auteur de Sombre, il fait tester dans sa cuisine rien que pour son deuxième niveau de test, quoi. Et je sais pas c'est quoi son cercle pour vraiment l'instant de dégrossissage. C'est pas très français ça. Mais voilà, donc, je vais pas en faire épiloguer 250 millions d'années, mais ouais, moi je suis en plein bêta testing et je trouve que c'est vraiment important. Et le groupe 0, c'est vraiment celui qui se tape voilà qui se tape les plâtres, hein. Là, je suis déjà en train de constituer le groupe numéro 2 et puis le groupe numéro 3. Ils vont avoir une qualité de scénar, ils vont dire waouh, le geek il a bien travaillé et tout, ou ils vont peut-être trouver que c'est de la merde. Mais en termes de proposition, ça sera absolument pas du tout la même qualité d'abord du scénar. Voilà, donc, de toute façon c'est simple, hein, je passe des 4-5 pages de notes maison comme quand tu fais jouer à tes copains, machin, à voilà, un truc beaucoup plus structuré dans l'optique que bah, c'est quand tu construis la grosse difficulté quand tu construis un scénar de jeu de rôle que tu veux rendre public et puis distribuer, c'est pas seulement qu'il soit bien, qu'il machin, ce qu'on se pose comme question, c'est comment quelqu'un que je connais pas va pouvoir s'emparer de mon travail et le faire sien, et le proposer à des joueurs que je connais pas. Donc voilà, faut lui donner les outils et les bonnes infos pour que n'importe qui puisse prendre ta place. Tu peux avoir des super scénars voilà, qui tiennent en 4-5 pages de notes que tu vas superbement bien faire jouer chez toi, qui vont donner de la merde chez quelqu'un d'autre parce que bah voilà, t'auras pas réussi à bien le formaliser pour bien le communiquer. C'est souvent d'ailleurs quand on analyse de scénar qu'on oublie cet aspect ergonomique de prise en main des choses. Et c'est vraiment la grosse, selon moi, hein, la grosse difficulté d'un scénar. C'est pour ça aussi, par exemple, qu'un Nino, il est très très bon, parce qu'il est très fort à ce niveau-là. Voilà, on a le Grumpf qui est connu aussi pour être fort à ce niveau-là. Ces gens qui arrivent à te faire une bonne ergonomie de prise en main d'un scénar qui n'est pas le tien. C'est aussi, enfin, des bons boulots qu'on a chez les Mushmen sur, voilà, leurs petits fanzines qui étaient sortis avec le Sword Hack, enfin, Black Sword Hack, qui était vraiment bon aussi à ce niveau-là. Voilà, c'est des scénars qui sont bien travaillés et pas seulement dans qu'est-ce qu'on va te proposer, est-ce que c'est absolument innovant ou pas, mais est-ce que ça va être bien pensé pour que ça part de chez toi jusque bah toi quand tu lis le truc c'est facile, tu t'y retrouves, est-ce que quelqu'un qui n'est pas moi peut s'en emparer facilement. Voilà, c'est un peu ça, il me semble, la difficulté majeure de l'écriture d'un scénario, c'est de sortir de son nombril en fait d'auteur. Voilà, sortir de son nombril de rôliste MJ machin et de proposer quelque chose qui est compréhensible par autrui, par quelqu'un qui n'a pas la même logique que toi, qui n'a pas la même sensation du monde que toi, qui n'a pas la même historicité de jeu de rôle de toi, de pratique. Et voilà, c'est de penser à ces trous-là, tout simplement. Hop.
Fin de l'intermède.